Bonjour à tous et bienvenue dans Politique à table sur LCP, l'émission où on parle cuisine, alimentation, agriculture, écologie, mais aussi politique. Et avec moi pour présenter cette émission, Jean-Pierre Montanet. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Louis Debré. Bonjour. Bonjour Jean-Louis Debré. Ça commence bien. Oui, vous êtes écrivain, auteur de nombreux livres historiques, de fiction, de polar. Votre dernier ouvrage, Quand les politiques nous faisaient rire. Et maintenant, vous montez sur les planches. Vous nous faites rire comme ça avec ces imitations. Et avec cette pièce, Les femmes qui ont réveillé la France à la Gaîté Montparnasse. Vous y êtes jusqu'en décembre avant de partir en tournée. Une seconde vie donc pour vous, après un parcours politique bien rempli, puisque vous avez occupé les plus hautes fonctions sous la 5e. Ministre de l'Intérieur, président de l'Assemblée nationale, président du Conseil constitutionnel. Votre nom est indissociable de celui de Jacques Chirac, avec qui vous avez cheminé depuis vos plus jeunes années, votre maître en politique. De lui, vous disiez, Chirac, je l'adore, je l'aime, mais je suis aussi lucide sur le personnage. Alors Jacques Chirac avait un très bon coup de fourchette. Alors dites-nous, Jean-Pierre, est-ce que c'est aussi le cas de notre invité? Ah bien absolument, et la meilleure preuve avec ce menu terre-mer, un Saint-Jacques au girolles, et en dessert, sorbet pomme dopé au calva, à consommer avec modération, bien sûr. Le sorbet à consommer quand même. Exactement. Ouais. Dans le dessous des plats, la tête de veau est-elle le plat préféré de Jacques Chirac? Marion Becker a fait le tour des restaurants parisiens qu'affectionnaient nos présidents. Dégustation à suivre. Dans les pieds dans le plat, à quoi ressemble la meilleure baguette tradition de France? Quel goût a-t-elle? Les Français sont-ils toujours aussi amateurs de bon pain? Réponse dans quelques minutes. Allez, on passe à table. Tout de suite, cuisine et confidence. Jean-Louis Debré, en me documentant, vous me direz si je me trompe, j'ai un peu compris que votre mentor culinaire était aussi votre fidèle compagnon politique, hein, Brigitte l'a dit, à savoir Jacques Chirac. Les anecdotes de gueuleton avec ce président rabelaisien ne manquent pas, donc je m'attendais à retrouver dans votre menu du jour quelques traces des lubies culinaires chiraciennes. Alors, s'il y a bien une chose dont j'étais sûr, c'est qu'avec Brigitte, on échapperait la tête de veau, que vous détestez carrément, mais j'imaginais bien me régaler d'une potée auvergnate, d'un osso bucco, d'un boudin aux pommes, les plats préférés de l'ancien président. Et finalement, on a droit aux coquilles Saint-Jacques au girolles. Alors, chiracien ou pas, ce plat, j'allais dire un peu quand même, hein, car lui, Chirac, adorait les Saint-Jacques aux truffes. On n'est pas loin avec votre mélange terre-mer, simplement vous avez remplacé les truffes par des champignons plus abordables, donc plus politiquement corrects. C'est ça, Jean-Louis Debré? C'est pas faux. C'est pas faux. Il y avait un président qui jadis avait dit qu'il aimait les œufs aux truffes. C'est Giscard. Bonjour monsieur, bonjour madame, des œufs aux truffes. Non, moi j'aime bien cette alliance de la mer, de la terre. Et si j'ai pris ça, c'est que depuis que Chirac n'est plus là, j'essaye de perdre le poids qu'il m'a fait prendre pendant des années. Ah, il y a du boulot. Et vous savez, le premier souvenir que j'ai, j'allais en Corrèze, et il me dit, ah, tu vas en Corrèze, oui, tu vas déjeuner là, tu vas dîner là. Et chaque fois que j'arrivais dans le restaurant, chez Francis à Brive, ou à Tulle, chez un autre, eh bien, le menu était déjà fait. Chirac avait appelé pour faire le menu. Et à chaque fois, il y avait la tête de veau. Et c'est assez roboratif, en général. Ah, c'était affreux. Oui, il y avait plusieurs plats. Ouais. Vous savez, j'ai même un souvenir, Chirac n'était plus président, et un matin, il me dit, on va aller à Rungis, au marché de la viande, voir les gens qui travaillent. On va y aller vers 4 h du matin. 4 h du matin. Tête de veau à 4 h du matin? Non, vous allez voir. On va à 4 h du matin, Chirac très content. Et en réalité, il voulait aller au petit déjeuner que tous ces personnages qui travaillent la viande à partir de 4 h ou 3 h du matin, vers 6 h. Et je vois mon Chirac. 6 h là-bas. Et je vois mon Chirac. Il est 6 h du matin. S'envoyer une entrecôte de 800 grammes, Voilà, c'est ça. avec deux verres de bière, et il y avait tous les maquillons qui étaient là, qui regardaient, et ils se tournent vers moi, tu vas pas prendre un café? J'ai un petit morceau de pain. Servez-lui une entrecôte. Mais du coup, ça, c'est très, très light, alors, pour vous. Est-ce qu'il faut y voir, parce que vous avez été élu de Normandie, est-ce qu'il faut y voir aussi un petit signe à la Normandie, aux eaux normandes? J'ai hésité à un autre plat, mais je tenais un peu à mon régime, parce que comme je joue au théâtre le soir, qui était un plat que j'adore,
qui est le poulet sauce normande, sauce vallée d'Auge. C'est-à-dire qu'il y a autant de poulet que de crème. Ouais, c'est ça. Là, c'est plus digeste. Et ça, c'est plus digeste. Pour le théâtre, et je me suis dit que vous aviez du travail après et qu'il fallait que je prenne soin de votre santé. Alors, vous allez la goûter, nous dire si ça vous plaît. Et pendant ce temps-là, Jean-Pierre, vous allez aussi nous parler de la girole. Exactement, de la girole. Trois choses à savoir sur les girolles. Alors, la girole ou chanterelle, il faut bien savoir que c'est le même nom, c'est la même chose. Ça pousse de juin à novembre. En plaine, on la trouve, Brigitte, dans les sous-bois feuillus et en montagne sous les conifères. Ses régions de prédilection sont la Sologne et le sud-ouest, le Massif central, les Vosges. 2, la girole est facilement reconnaissable à sa couleur jaune et son petit chapeau qui forme un petit creux. Sa chair est ferme et son goût fruité et poivré. Pas de souci d'intoxication avec la girole, car même si vous vous trompez un petit peu avec des espèces qui lui ressemblent, elles sont moins bonnes, mais souvent comestibles et on ne finit pas à l'hôpital. Enfin 3, elle se consomme, cette girole, crue ou cuite, comme ici, avec une poêlée. Vous ne les lavez surtout pas, on les brosse avant parce qu'elles vont se gorger d'eau et elles seront moins bonnes. Donc il faut les gratter avec par exemple une petite brosse à dents, brosse dure, et vous pouvez les essuyer. Et puis on les fait un peu cuire à sec avant, ensuite on met un peu de matière grasse et il faut compter 20 minutes pour faire cuire cette petite poêlée de girole. Ça vous plaît, Jean-Louis ? D'abord, deux petites remarques. Le champignon est l'élément le plus ancien dans la nourriture des hommes. Et d'ailleurs, dans Homère ou dans Pline l'Ancien, on trouve trace du champignon. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, si j'ai pris ce plat, c'est que j'aime les plats qui sont de saison. Et là, on est en pleine saison de la girole, mais aussi de la coquille. Oui, qui commence, ça commence justement. Début octobre, effectivement. Et ça se termine le 15 mai. Oui, mais ce qui est important, c'est de ne pas être à contre-courant de saison, de manger des fruits, de manger des plats, des mets qui sont liés à l'époque. Mais ça, c'était le cas toujours avant. J'ai l'impression qu'on fait plus attention aujourd'hui à consommer plus local, plus de saison. Je vous adore, vous ne m'avez pas connu avant. Vous avez toujours consommé Parce que de la sorte dans ce que vous avez dit sur mes vies, il y a une vie auquel je tiens beaucoup, qui a été d'être magistrat pendant très longtemps. Tenez, parce que je sais que vous aimez le pain. Oui, j'adore le pain. On en parlera tout à l'heure. Mais il faut qu'il soit très cuit. Hein. Oui, il est pas mal. Il est pas mal. Oui, non, mais je fais attention. Je fais attention avant et après, mais pendant, je ne fais pas attention. C'est-à-dire que je pense qu'il faut pas aborder un plat, quel qu'il soit, avec attention, ça va me faire grossir. Si vous voulez maigrir, avant, après, pas pendant. Ça, c'est la première chose. Et pour ce qui concerne les menus ou ce qu'on mange, j'aime tous les plats parce que je trouve que la nourriture crée une émotion. Et je n'ai pas un plat favori. J'ai des plats que j'aime bien. Des produits plus que des plats ? Des produits. Et quand je vais pour le théâtre, on va aller dans des régions différentes. Et à chaque fois, je ne veux pas prendre une cuisine internationale ou nationale, mais je veux le plat de la région. Et quand j'étais élu de l'Eure, je disais aux restaurateurs, faites des plats de la région. Faites des plats. Et lorsque j'étais... Le terroir avant tout. Oui, le terroir, le savoir-faire. Il y a des plats en Normandie qu'on ne peut faire que là. Le poulet vallée d'Auge, vraiment, dans la région, on sait le faire. D'abord, on a des bons poulets, on a la bonne crème. Et d'ailleurs, vous ne faites jamais, c'est un reproche que vous faites, des dîners fromage. Parce que c'est extraordinaire de découvrir la France à travers ces fromages. On en parlera au moment du pain, du fromage. Oui. On a des choses à vous apprendre. Est-ce que vous aimez cuisiner, vous, Jean-Louis Debré ? Est-ce que vous aimez cuisiner ? Vous avez un plaisir à... Non, vous aimez juste déguster. Oui. D'accord. C'est pas mal. C'est déjà pas mal. En cuisine, vous êtes incapable devant des fourneaux de faire quelque chose. Et comment vous faites quand vous êtes tout seul chez vous le soir ? Alors, vous faites cuire un œuf, vous savez faire quand même ? Non. Il y a quelque chose que j'adore, c'est les sardines à l'huile. Ah oui, il suffit d'ouvrir une boîte. Eh bien oui. Et vous avez différentes sardines. Sardines à l'huile d'olive, sardines avec la tomate. J'aime beaucoup ça. Et j'aime beaucoup, deuxièmement, mais alors là, je me les fais, les sandwichs. Mais avec du bon pain, du beurre salé. Mais un classique, le jambon beurre qu'on trouve habituellement ? Mais je ne trouve plus généralement de bons sandwich. Donc, je préfère aller chez mon boulanger, de me choisir ma baguette bien cuite, et puis de la faire chauffer un tout petit peu. Je mets du beurre salé
et 3 tranches de jambon. Au milieu du jambon, des cornichons. Le classique. Un petit mot sur ces Saint-Jacques, qu'est-ce que vous en pensez? Elles sont snackées, c'est comme ça que vous les aimez? Elles sont grillées ou elles sont un peu caramélisées, légèrement Brigitte? crues Oui, à il l'intérieur. faut que ça soit un peu caramélisé et pas trop cuit. Oui, et je trouve Elles que sont très bien. c'est très bien. Elles sont chaudes en plus. Et c'est vrai qu'avec les girolles, ça se marie très bien et c'est très digeste. Alors, Il y a très peu de calories. On va voir si vous êtes incollable maintenant. C'est le quiz. Alors, on vient de voir que vous êtes amateur de girolles, hein, donc de champignons. On va voir si vous êtes incollable sur tous les champignons. Celui-ci, celui dont je vais vous parler, pousse de février à avril, surtout en montagne. Son goût très fin rappelle celui de la noisette. Et cru, il est toxique. De quel champignon s'agit-il? A, le cèpe. B, le mousseron. C, la morille conique. D, la trompette de la mort. Trompette de la mort. La morille. Morille. Oui. Et pourtant, j'adore la morille. Oui, et ben la morille, il ne faut pas en manger trop et il ne faut surtout pas la manger crue parce qu'elle est vraiment toxique. Et la trompette de la mort, effectivement, dans le mot trompette de la mort, il y a mort, donc on peut penser qu'elle est toxique, mais c'est parce qu'elle arrive au niveau de la Toussaint, donc de la fête des morts. Moi, je veux dire, j'ai 2 champignons que j'aime. J'aime les cèpes, et les cèpes poêlés, ça c'est fantastique. Un peu persillé là Un tout petit peu persillé et pas trop d'ail, parce que l'ail va faire prendre le goût. Ouais, tuer le goût du champignon. Quand on allait en Corrèze, parce que la Corrèze, il y a beaucoup de... On avait des plats de cèpes, c'est génial. Ah oui. Et une omelette au cèpes. Délicieux. Bon, délicieux. Alors, on poursuit ce quiz avec la malbouffe qui est souvent combattue à l'Assemblée nationale par un arsenal législatif. Et ce phénomène n'est pas nouveau. Alors, une circulaire ministérielle datant de 1885 s'alarmait de l'utilisation dans la pâtisserie d'un drôle de produit pour remplacer le beurre. De quel produit s'agissait-il? Réponse A, l'huile de moteur. Réponse B, le pétrole. Réponse C, la graisse de phoque. Réponse D, l'arsenic. Il y a des pièges, hein? Oui, je dirais l'arsenic. Alors non, c'est le pétrole. Ouais. Placer le beurre dans la Alors, pâtisserie. c'était pas vraiment l'hydrocarbure qui sortait des pays arabes, mais c'était un substitut du pétrole qui était un peu gras. Et effectivement, il y avait certains pâtissiers qui ne mettaient pas de beurre et qui mettaient ce substitut du pétrole dans leur pâtisserie. Ouais, moi, je n'aime que le vrai beurre. Le beurre salé alors, de Normandie. beurre demi-sel. Alors, il y a plusieurs sortes, il y a plusieurs endroits. Il y a le beurre salé de Normandie, mais vous avez au sel de Guérande, au sel de Noirmoutier, qui sont pas mal et qui sont différents. Vous avez goûté aux plus belles tables, aux plus grandes tables, on pourrait dire, tout au long de votre carrière, Jean-Louis Debré. Finalement, vous êtes plutôt étoilé ou plutôt bistrot? Ah, pas du tout étoilé. Pas du tout. Pas du tout étoilé. Je crois qu'il y a très longtemps que je n'ai pas mis les pieds dans un truc étoilé. Je trouve que c'est de la cuisine stéréotype et les gens l'admirent parce que c'est une étoile. Moi, je peux vous emmener dans quelques bistrots dans mon ancienne circonscription. Je vais raconter l'histoire. Un jour, Chirac vient en Normandie et après, le service de l'Élysée voulait qu'il aille dîner dans un grand restaurant. Il y en a du coin. Je dis, écoutez, arrêtez. Arrêtez. Moi, j'ai un bistrot. On va faire autrement. J'ai un bistrot près de Nonancourt, de campagne. Oui, mais je dis à Chirac, vous me laissez faire. Et là, on va dans un petit bistrot de campagne qui était c'était fantastique. Vous avez fait des civets de lapin. Génial. Chaque fois que Chirac revenait en Normandie, à chaque fois, il s'arrêtait là. Ah oui. Une autre histoire. Un jour, Chirac reçoit à Paris le chancelier allemand. Et l'habitude était d'aller dans des grands restaurants. Et je dis à Chirac, je vais arrêter. Arrêtez, ridicule. N'allez pas dans ces grands restaurants. En plus, l'image politique n'est pas bonne. J'ai un endroit. Malheureusement, il est mort depuis. C'est Gérard Hidou qui avait un petit restaurant rue Chaumeil où il y avait de la bière, de la choucroute, et c'est tout. Et il aimait beaucoup ça. Il avait un restaurant favori à Strasbourg qui s'appelait Chez Yvonne. Mais chez Yvonne. Mais voilà. Chaque fois que j'y vais chaque fois que je vais à Strasbourg, je vais chez Yvonne. Ouais, et donc, on va... C'est une institution maintenant chez Yvonne à Strasbourg, grâce à Jacques Chirac. Hein. C'est incontournable. Et donc, je les incite à partir dans ce petit restaurant rue Chaumeil. Et le lendemain, M. Chirac me dit, j'irai tout le temps. Non, pas tout le temps, arrêtez. Pas tout le temps. Parce qu'il y avait
Vraiment. Donc il aimait les étoilés, Jacques Chirac, mais il aimait aussi ses petits biscuits. Oui, il aimait beaucoup les Il aimait bien bouffer, en fait, il faut le dire. Quoi ? Il aimait bien manger, c'est tout ce qui comptait. Il aimait... il avait des plats. Oui. Alors c'est là où on se séparait un peu parce que la tête de veau, je ne pouvais pas. J'aime pas la tête de veau, mais lui, une passion. Et ce qui me gênait parfois quand il venait en Normandie, c'est qu'au lieu de rester à table avec nous, il allait à la cuisine pour voir comment ça se fait. Et la dame qui avait sa petite auberge près de Nonancourt, pendant le dîner, en réalité, il dînait avec elle à la cuisine. Et nous, on était là. Alors, à vous écouter, à vous entendre, Jean-Louis Debré, on sait que le plat occupe une place très importante en politique et c'est souvent là que se nouent les deals politiques, que se fait finalement la petite et la grande histoire. C'est la brève de comptoir. Alors, vous avez déjà raconté beaucoup d'anecdotes, Jean-Louis Debré, mais on voulait vous demander, vous, un souvenir politique que vous auriez autour d'un repas en politique. J'imagine qu'il y en a beaucoup, il va falloir en choisir un. Oui, il y en a plusieurs. D'abord, moi qui aime beaucoup la bière et le vin, comme il n'y a pas de vin, je vais en commencer une par le vin. Parce que je pense que, naturellement, il ne faut pas boire trop. Avec modération. Mais ça, là aussi, le vin, c'est l'expression d'un terroir, c'est le travail des hommes, et ça se marie avec les plats. Et d'un art de vivre aussi, un petit peu. Un art de vivre, alors attention, il ne faut pas aller trop loin. Mais je me souviens très bien, un jour je recevais, c'est au Conseil constitutionnel, le président de la Cour suprême américaine. Un personnage considérable, etc. Première fois qu'il vient en France. Et, naturellement, il est reçu par le gouvernement et déjeuner au Conseil constitutionnel. Et alors là, le gouvernement, le Quai d'Orsay, m'avait fait parvenir le cadeau officiel qu'il fallait lui remettre. Une belle médaille sur Paris. Il doit en avoir 350 000 chez lui. Et un magnifique livre en français sur Paris. Il ne parle pas français. Un mot de français. Et moi, j'avais préparé une caisse de vin avec 2 bouteilles de chaque région, 2 Bordeaux, 2 Bourgogne, 2 Côtes-du-Rhône, 2 Alsace qu'on oublie. Et au moment du dessert, je me lève, je dis « Monsieur le Président, je suis très heureux, la France est très heureuse de vous recevoir ici. » Il y a 2 cadeaux, mais le protocole dit qu'il ne faut qu'un. Alors j'ai à ma gauche le cadeau du gouvernement français, ce livre, cette médaille, et j'ai mon petit cadeau pour moi, c'est du vin. Il se lève, il n'avait jamais parlé un mot de français, il dit « Monsieur le Président, est-ce que vous voulez que je revienne ?» Je dis « Oui, alors le vin. » Et chaque fois qu'il est revenu, ou qu'une délégation, il revenait et j'avais pris l'habitude, comme j'ai pris d'ailleurs quand j'étais à l'AC, oui, il y a une très bonne cave, hein, d'ailleurs. Il y a une belle cave, mais si vous voulez, quand un étranger vient, il faut lui donner un produit qui montre que vous avez fait attention à lui, et pas cette éternelle médaille. La grandeur de la France aussi, la grandeur de la France, je précise, et je me souviens au Conseil constitutionnel, après les Russes qui étaient venus, et j'avais à ce moment-là, parce qu'on passait le message qu'ils aimaient les fromages, j'avais fait pour chacun de membres de la délégation un petit paquet avec un camembert, Normandie, du Cantal, la région de Cantal, le chèvre, Pays de Loire, j'avais le roquefort, parce que j'aime beaucoup le roquefort, pour montrer, et les poisses, un peu plus fort. Mais la diversité des fromages français. Oui, et je mettais sur chaque fromage la région. Alors, je ne sais pas comment était l'avion après quand ils sont rentrés, parce qu'on avait fait 12 petits paquets. Ça devait sentir un petit peu fort. Mais ils étaient contents. Je crois que c'est depuis ce jour-là qu'on parle des fromages qui puent aux États-Unis. Mais le fromage doit puer. Mais arrêtez de bouffer des trucs qui sont aseptisés. Le drame, je me bats contre certains avec le camembert. Le camembert, il doit être couler, fait, pas de blanc dans le camembert. C'est vrai que le repas a une importance particulière en politique. C'est vrai que parfois, c'est là qu'on peut trouver des accords politiques. Je ne sais pas, madame. Je pense que le repas est important en tout. Et forcément en politique. Vous voulez dire pour le lien social, pour le lien social, le lien familial. Le lien familial, le lien social. Vous dites que... le lien entre les communautés aussi, parce qu'on va découvrir... Les liens entre les communautés différentes. Entre les communautés. Parce qu'on va aller découvrir des saveurs qu'on ne connaît pas, ça rapproche. Je peux le dire, mais quand j'étais ici, lorsqu'il y avait une séance de nuit, je faisais
un dîner à la Sey où j'invitais les députés qui étaient présents dans l'hémicycle. Et je les plaçais à table, à droite, à gauche, à droite, à gauche, pour qu'ils ne soient pas ensemble. Et je présidais après, et l'ambiance était différente. Parce que vous ne pouvez pas avoir passé 1 heure avec quelqu'un et repartir dans une agressivité. Ça ne veut pas dire qu'on renonce à ses idées, mais je crois qu'en démocratie, et c'est là, pour la politique où le repas est important, c'est le moyen d'échanger. La démocratie, c'est quoi? C'est la capacité pour chacun de vous dire en face, en vous regardant, qu'il ne pense pas comme vous, ou qu'il ne vous aime pas. Et de se respecter dans ses différences. Et de faire se respecter dans ses... Bon. Et le repas est la dédramatisation de ça. Donc moi, je suis très... Mais on retient rarement ce qu'on a mangé, non? Mais le problème n'est pas de retenir ce qu'on a mangé. Le problème, c'est de retenir qu'on a eu une émotion. Que c'était bon. Ça sentait bon. Et donc, on ne mange pas pour manger, on mange pour éprouver une émotion. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir un plat favori. Il faut avoir des plats favoris. Et à travers... Vous voyez, en mangeant ces coquilles Saint-Jacques, j'étais allé voir les pêcheurs de coquilles Saint-Jacques. Il y a le goût des embruns, là, de la mer. La mer, l'algue, c'est fantastique. Et puis ces champignons, ben, je retrouve, parce qu'on en trouve aussi en Normandie. Hein, les promenades en forêt. Où là, vous sentez l'odeur des champignons. Et puis... la traque, la quête du champignon, c'est... Oui. Alors, il n'y a pas que ces produits, parce que nos restaurants disent beaucoup de notre politique menée en matière d'alimentation. On va passer au-dessous des plats. Alors, les chefs d'État sont toujours associés à la gastronomie française. Ils ont chacun leur restaurant et leur plat de prédilection. Et parfois, ils inspirent aussi de grands chefs. Marion Becker a fait la tournée d'étape des présidents pour le bonheur de nos papilles. Il est sans doute le président le plus associé au plaisir de la table. Et Jacques Chirac avait ses habitudes ici, au Père Claude. La première fois, c'est sur cette photo. C'était la fin du festival de Cannes. Et c'est Mme Annie l'héritier qui travaillait à l'Élysée, qui a organisé le repas. Alors, il y avait M. Grégory Peck, il y avait Lynn Renault, il y avait Anconina, il y avait tout ça. Et il est toujours resté fidèle. Toujours fidèle, toujours fidèle. Et puis une simplicité. Bon. On pouvait s'asseoir avec lui, on pouvait discuter avec lui. C'était un homme d'une convivialité fabuleuse, quoi. Jacques Chirac venait ici 2 à 3 fois par semaine, toujours à la même place. Voilà, c'était sa table privilégiée. Et puis tous les bons moments avec sa famille, avec son petit-fils, avec ses amis politiques, tout ça. Bon, ils se donnaient rendez-vous à cette table. Et moi, quand il arrivait pour un petit apéro, un petit pastis, tout ça. Et en plat, bon, il aimait bien les escargots, les coquilles Saint-Jacques. Et ici, il mangeait de la tête de veau, parce qu'on dit toujours qu'on lui proposait toujours la tête de veau. Bon, il en mangeait ici. À chaque président, sa table de prédilection. François Mitterrand appréciait particulièrement les produits de la mer du Divélec. Il s'y installait chaque semaine lorsqu'il venait déjeuner avec Mazarine. Quand il savait que je recevais des barres de ligne, comme ceci, et il me disait, vous me le faites comme d'habitude au naturel. Et je lui servais tel que avec un beurre fondu, une huile d'olive. Au menu de la Cagouille et du Pichet qu'il fréquentait régulièrement, là aussi, une douzaine d'huîtres et du poisson. Il adorait les spéciales parce qu'ici nous avons des spéciales très particulières au Pichet. Ce sont des huîtres qui viennent de Charente-Maritime et qui sont vraiment le top niveau de ce qui se fait en spécial de Clair. Autre époque, autre style. Nicolas Sarkozy, lui, est un amoureux de la gastronomie italienne. Il a ses habitudes au Rebellato. Voilà, je vous montre donc la table de M. Sarkozy, où est-ce qu'il a l'habitude d'être avec sa famille. Donc en principe lui se met là, les enfants, son épouse. Il vient régulièrement? Tout à fait, depuis 30 ans. Il était vraiment très ami avec le fondateur du restaurant, M. Rebellato. Donc, ça continue son fils, qui est également très, très proche d'eux. Donc voilà, c'est une affaire de famille. En famille ou pour des déjeuners politiques, il est fidèle à cette table et à ses préférences. Des petits escalopes au marsala, sauce marsala, accompagnés de quelques pâtes
truffes. En ce moment, c'est la truffe d'été, donc c'est un peu de truffe, sinon des pâtes, quelques épinards. Voilà. Si le mystère plane sur les préférences culinaires d'Emmanuel Macron, le président est associé au restaurant La Rotonde. C'est là qu'il est venu fêter le premier tour de l'élection présidentielle. Ce que l'on sait, c'est qu'il est un habitué de cette table parisienne depuis de nombreuses années. Un président aura lui donné son nom à un plat, la soupe Valéry Giscard d'Estaing. Petits légumes, viande, foie gras et truffes noires sous un feuilletage. Imaginée en 1975 par Paul Bocuse, la soupe VGE est toujours au menu de son restaurant historique. Jean-Louis Debré, vous qui avez bien connu Jacques Chirac, est-ce que vous avez des souvenirs avec lui au Père Claude, qui est ce fameux restaurant j'ai un souvenir, dans le coin? J'ai le souvenir il était plus président, il commençait à être un peu souffrant. Et le drame pour moi, quand j'allais au restaurant avec Chirac, c'est qu'il commandait pour moi. C'est très le pater familias. Et je me souviens du dernier repas. Il était déjà fatigué. Il avait commandé pour moi et pour lui une andouillette. Après, on a pris un boudin. Après, on a pris 6 escargots et un foie de veau. Donc, et il m'a dit, ses plats préférés dans le même menu. On ne prend pas de dessert. Oui. C'était un bon mangeur, mais c'était un connaisseur aussi. Oui, alors... Il était plus gourmand que gourmet? Ou gourmet? C'est une question de définition. Je l'ai vu me dire dans un autre restaurant, ce foie de veau, il n'est pas terrible. Donc, il savait très bien. Oui. Alors, il était bien élevé, etc. Et le problème, c'est qu'il fallait le suivre parce qu'il mangeait très vite. Mais il était gourmand, il avait ses plats, il avait... Très terroir aussi. Mais la tête de veau, on a toujours dit que c'était le plat préféré de Jacques Chirac. Est-ce que c'était vraiment la réalité? Certains ont dit que finalement, il ne la mangeait pas forcément tant que ça. C'est pas autant que ça. Pas autant que ça. Il aimait beaucoup la joue de bœuf. Ah, la joue de bœuf, c'était le pied de cochon. Il fallait qu'il soit désossé. Des plats très de veau, la tête de veau, il y avait des plats très français quand même. La cuisine française. Hein. Oui. Alors justement, j'ai une question parce qu'on dit souvent aussi que Jacques Chirac connaissait bien les cuisines étrangères, notamment celle du Japon. Et quand on lit, on voit jamais Jacques Chirac dans un... Alors la culture japonaise peut-être? Oui, mais j'ai lu aussi la cuisine japonaise. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il vous a déjà emmené dans un restaurant de sushi? Qu'est-ce qu'il aimait dans la cuisine japonaise? Chirac, me semble-t-il, le plat est le reflet d'un pays ou d'une région. Et comme il aimait beaucoup l'Extrême-Orient, je suis allé 2 ou 3 fois dans un restaurant japonais. Il m'a emmené plusieurs fois dans un restaurant antillais, car il aimait beaucoup les Antilles, et il aimait les plats antillais qui étaient assez forts, le piment, etc. Donc, il est très éclectique, simplement... Mais chez les Japonais, ma question, qu'est-ce qu'il aimait? Il aimait les sushis, il aimait les nouilles japonaises, il aimait les plats très sophistiqués, le canard laqué, ou je sais pas quoi, je ne suis pas un spécialiste. C'est plutôt chinois, ça. Mais il aimait ça. Mais il aimait aussi la charcuterie. Je vais vous raconter une histoire, un jour, si je peux. Oui, bien. Un jour, il dit... parce que l'entourage avait un peu tendance à le mettre au régime. Alors, comme souvent, le dimanche, je déjeunais avec lui... Et qu'il y avait Mme Chirac, on ne pouvait pas prendre trop de choses. Alors un jour, il me dit, on déjeune à 1h, mais on se retrouve à midi, ensemble, pour prendre un casse-croûte. Et je vois arriver là, on arrive à 12h15, un plat de charcuterie énorme. Et... au bout de la 3e fois, Mme Chirac est arrivée plus tôt que prévu. Et à ce moment-là, Chirac a poussé le plat de charcuterie devant moi et dit « Ah, Bernadette, Jean-Louis veut maigrir. Regardez ce qu'il s'en va. » Il n'assumait pas tellement, finalement. Quel culot. Auprès de Bernadette. Ouais. Autre souvenir, si je peux, il vient d'être élu président de la République, il va en Roumanie. Et il emmène en Roumanie Madame Barre, qui était, je crois, originaire de Roumanie. Et on prend l'avion... et arrive le petit déjeuner. Et Chirac, moi j'étais en face d'eux, dit à Mme Chirac, Madame Barre, qu'est-ce que vous voulez? Un thé. Et je vois mon Chirac un peu... et il dit à l'hôtesse de l'air, ben moi comme d'habitude,
Et on voit arriver un énorme plat de pâté, de chaussons. Et Madame Barre, qui est à côté de lui, au fur et à mesure que le pâté faisait sentir ses odeurs, devenait blanche. Et à un moment, je dis à Chirac, vous devriez éloigner un petit peu le plat parce que ça va mal se terminer. Et c'est vrai que Jacques Chirac, il pouvait faire plusieurs repas à l'heure du déjeuner ou au dîner. Ça arrivait souvent? Oui, ça, 2 ou 3 fois. Première rencontre avec Chirac, une des premières rencontres. Je suis à son cabinet et on va présider l'Assemblée permanente. Il va présider l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. On y va. Là, il fait son discours. On déjeune. On commence à déjeuner. Dégueulasse. C'est dégueulasse, quoi. C'est les traiteurs, vous savez, tous les mêmes. Ben, on bouffe tous pareil. Alors Chirac me passe un petit mot, disant « On se taille ». Je dis « Monsieur, vous ne pouvez pas vous tailler. Vous présidez. Je vais dire que j'ai une urgence. » Et donc, on avait déjà pratiquement entamé les 3/4 du déjeuner. Bon, alors, il se lève, il dit, écoutez, je suis désolé, j'ai une urgence, il faut que je rentre, etc. On monte tous les deux, et il me dit, allez, au resto, on va au resto. Et là, on était dans un petit restaurant qu'il connaissait, et on a bouffé pour la 2e fois. Autre histoire, si je peux. Oui, on les écoute avec attention. C'est une dernière fois où je suis allé au salon de l'agriculture avec lui parce que j'ai calé. C'est là où je ne pouvais plus y aller. Un jour, on va au salon de l'agriculture. Parce qu'il y passait des heures et alors on mange c'est dramatique. C'est tous les ateliers. Du salé, du sucré, du lait, de la bière, du cidre, etc. Bon, moi, ça bouillait là-dedans. Et après avoir passé 5 ou 6 heures, je le ramène chez lui. Il n'était plus président. Hein. Et moi, je vais me fondré sur un lit en demi-coma, et vers 5h30, je l'appelle, et je lui dis qu'est-ce que vous faites maintenant? On se retrouve tous les deux, et on va se prendre dans un restaurant, dans un petit bistrot, Bois Saint-Germain, un petit punch, et des... Je sais pas comment ça s'appelle. Des acras. Des acras. Je dis, mais on prend ça, je le ramène chez lui vers 20h, et il me dit, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Ah, je vais me coucher. Et je lui dis, et vous? Ben, je vais dîner. C'est assez fantastique. Alors, probablement, il brûlait beaucoup de graisse. Mais... Oui, parce moi, je n'ai pas le souvenir. Non. Voilà, il était charpenté, mais il était grand, surtout. Parlez-nous de la table de l'Assemblée nationale, Jean-Louis Debré. Est-ce qu'elle était particulièrement bonne, meilleure qu'au Conseil constitutionnel ou que dans les autres ministères? J'avais d'abord... il y avait de très bons cuisiniers, oui, mais j'avais une particularité aussi bien ici qu'au Conseil constitutionnel. Je regardais les menus. Et pour les étrangers, c'était toujours des plats régionaux. Et il y avait, je faisais par exemple, c'est pour ça que j'ai mangé énormément de choucroute, de poule au pot, parce que derrière le menu, j'écrivais l'histoire de la poule au pot et la poularde, etc. Et le vin était le vin de la région, Jurançon, etc. Pour montrer qu'il y avait un lien très fort entre notre histoire et la gastronomie. Donc il n'y avait jamais de plats très sophistiqués, c'était des plats régionaux avec l'histoire. Alors vous savez qu'il y a une histoire ici qui a secoué un petit peu l'Assemblée nationale, c'est cette histoire de homard commandée par François de Rugy. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire? Est-ce qu'elle vous a choqué ou... Je me demandais où est-on qu'à la table du président de l'Assemblée nationale, il y a un convive qui est sorti son appareil pour faire une photo. Je veux dire, c'est une décadence des mœurs. Il y a un endroit où on se tient correctement. Je vais chez vous, je ne vais pas prendre une photo de vos assiettes. Indépendamment du délateur, je reprends la question de Brigitte sur le fond. Sur le homard à table. Ça vous choque de servir des homards, maladresse, un repas privé à l'Assemblée? Tout à l'heure, vous avez dit c'est pas politiquement correct les truffes. C'est une maladresse. C'est une maladresse. Je pense que quand on a une fonction importante, surtout à une époque où plus personne ne respecte rien, eh bien, il y a un peu de décence et on ne fait pas ça. Il y a une distinction entre les repas publics et les repas privés? C'était comme ça à votre époque? Quand vous êtes à la serre, rien n'est privé. Et aujourd'hui, c'est encore plus vrai qu'il y a 30 ans.
Juste une petite question, Brigitte. Les ministres... Qu'est-ce qu'elles font, les coquilles Saint-Jacques, là? Elles sont... Non, elles Vous sont- avez encore faim, peut-être? Oui. Ah, ça y est, il fait son Chirac. Et Je Monsieur voulais pas Debré, en Suède, les ministres, ils mangent à la cantine, les parlementaires aussi. En France, on a quand même cette culture. On a vu les restaurants. Brigitte parlait de la table de lacet. Est-ce qu'un jour, on abandonnera ces grandes tables, ces fastes de la cuisine française pour aller tous à la cantine quand on est ministre? Ça vous paraît... Alors, moi, je suis allé souvent à la cantine ici. Simplement, quand la France reçoit et un autre étranger, il y a une tradition et il y a une image. Cette tradition, c'est la cuisine et l'image, c'est le sérieux. Et donc, ne renonçons pas à ça. Ne renonçons pas à ce qui est une des caractéristiques de l'esprit français. Alors, il ne s'agit pas de provoquer, mais encore une fois, je dis à tous les présidents ou ça, arrêtez cette cuisine internationale. Prenez des plats de région, prenez des huîtres au moment des huîtres. Des plats simples. Il y a plein de recettes avec des huîtres. Et vous, en même temps, et ce que je faisais d'ailleurs au conseil et ici, quand il y avait du vin, je mettais le nom du viticulteur. Et dans la cave du viticulteur, il affichait ses menus. C'est une manière de rapprocher la politique au niveau national de l'élu local et de l'agriculteur et de l'éleveur. Alors, on va continuer à parler de la cuisine française et d'un totem. Je vous en prie, servez-vous. C'est la baguette, vous nous aviez confié que vous aimiez beaucoup. Le pain, un vrai savoir-faire avec cette baguette tradition, mais que se cache-t-il derrière? On en parle et on met les pieds dans le plat. Comme vous le savez, la France est le pays du pain et compte bien le rester. Pour susciter des vocations, valoriser cette profession, à chaque année, depuis 7 ans, est organisé par la profession un concours, celui de la meilleure baguette tradition de France. Nous avons assisté à la phase finale avec les 6 meilleurs boulangers. Retour sur une compétition croustillante, reportage de Maël Morin et de Cléa Joanneau. C'est Valentin Lecœur de la Normandie. C'est la consécration pour Valentin Lecœur, boulanger de 30 ans à Agneaux en Normandie. Il est le grand vainqueur du concours de la meilleure baguette de tradition qui opposait 20 boulangers. Nous avons donc cherché le secret d'une baguette de compétition. Hydrater correctement la pâte pour avoir justement cette mie grasse qui va former toutes ces alvéoles et une bonne fermentation. C'est un tout, vraiment, c'est du début jusqu'à la fin, quoi. Belle mie dorée. Un alvéolage irrégulier et un bon petit goût de vin. Je pense que c'est pas mal. La qualité des farines, un pétrissage lent, une bonne hydratation des baguettes dans le four, mais aussi une bonne météo. La liste des facteurs est longue pour obtenir une bonne baguette. Le jury a-t-il trouvé aujourd'hui le pain parfait? Alors celle-là, par exemple, elle manque un tout petit peu d'acidité pour mon goût. Je la trouve assez belle, je la trouve très consistante à toucher, elle a un merveilleux ressort, elle est même assez dense, un peu costaud. Et il n'y a pas besoin de faire partie du jury pour avoir son expertise. Bien cuit ou bien blanc, les avis sont très tranchés. Bien cuit. Ah, bien cuit. Le pain blanc, c'est pas du pain, c'est de la pâte. Ouais. La cuisson de la croûte, elle pénètre dans la pâte. Et ça, c'est ça qui lui donne toute la saveur. Le pain qui craque, comme j'ai écouté tout à l'heure, il y a une musique, le pain, c'est vrai. Dans la France d'après-guerre, on consommait plus de 2 baguettes par jour et par personne. Aujourd'hui, c'est moins d'une demi. La France souhaite inscrire la baguette au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, une façon de sauvegarder cette tradition. Il y a la boulangerie artisanale avec laquelle on est encore à 55% du marché. Et ensuite, il y a la boulangerie industrielle qui est dissociée avec lesquelles il y a les terminaux de cuisson et l'industrie, donc Laquieux, le reste de ce marché. Donc c'est vrai qu'on est encore majoritaire en France, puisque partout en Europe, c'est quand même l'inverse. Donc c'est vrai que cette boulangerie artisanale est encore très présente dans les villes, dans les villages. Les boulangers proposent l'organisation d'une route des pains. Cela donnerait une meilleure visibilité à cette profession qui manque de bras. Aujourd'hui, 9000 postes restent encore à pourvoir. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, j'aime le pain, dans un joli cri. Pour vous, quelle qualité doit avoir une bonne baguette tradition quand vous l'achetez? Alors, quels sont les critères pour vous deux? D'abord, je la regarde. Une baguette doit avoir une belle allure. Elle ne doit pas être trop blanche. Elle doit être déjà un peu grillée. Après, je regarde
pas que ce soit trop mou. Oui. Croustillant, alors. Monsieur parlait d'une musique quand on Oui, caresse une absolument. baguette. Alors, je ne parle pas le mot musique, mais j'aime, quand j'achète une baguette, Ça immédiatement, voilà. Et s'il y a un tout petit craquement, allez-y. Et donc bien cuite quand même. Il y en a qui aiment bien les baguettes blanches. Non, c'est pas bon. C'est comme le camembert, il ne faut pas qu'il y ait du blanc dedans. Et farine blanche ou le vin, farine complète, aux graines. Vous savez, c'est comme les plats. Changez d'habitude. Ne prenez pas toujours la même chose. Éclatez-vous avec d'autres... parce qu'il n'y a pas que la baguette, il y a le pain de campagne, il faut adapter ça. Il y a le pain au noix qui est très bon. Vous en mangez beaucoup du pain parce qu'on en mange beaucoup moins qu'avant, en fait. Avant, c'était vraiment très... Ça faisait partie du repas et c'était très consistant. Oui, parce que ça correspondait à une situation de niveau de vie. Aussi, vous savez, l'évolution des consommations et des produits, c'est aussi lié au niveau de vie des Français. Si sous Henri IV, on a imposé la poule au pot, c'est pour qu'il y ait de la viande au moins une fois par semaine. Donc, oui, moi je conçois, pour moi, un bon repas, c'est un repas qui se termine par du fromage. Donc du pain. Et donc du pain et du beurre. Vous avez dit tout à l'heure, il n'y a plus de bon pain, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. J'ai l'impression qu'au contraire, les pains sont meilleurs. Ils cherchent les anciennes si vous voulez, farines. Non, vous trouvez que le pain, depuis votre enfance, le goût du pain s'est dégradé? Oui, parce que j'ai quelques boulangeries. Moi, je connais mes boulangers dans mon quartier. Sur les 4 ou 5, il y en a un qui fait du bon pain. Les autres, ils le font... parfois, ils se font livrer la farine du pain déjà tout fait. Ils le cuisent longtemps à l'avance. La baguette ne doit pas être cuite trop longtemps à l'avance. Et donc, il faut qu'il ait fourné. Et moi, je demande toujours au boulanger près de chez moi à quelle heure est sa fournée. Il y a des fournées d'après-midi parfois maintenant pour qu'on ait du pain chaud le soir. Ils rivalisent d'innovation avec des graines, comme disait Brigitte. Oui. Avec, Et il paraît qu'on va peut-être rentrer au patrimoine immatériel de l'UNESCO avec la baguette de pain. Vous soutenez vous cette initiative? Oui, mais regardez tous les films avec c'est typiquement parisien, on dit la baguette de Paris aussi. Ouais. La baguette de Paris, oui, la baguette de Paris, mais le pain fait partie de la vie. Le pain, le vin... Ça structure le repas aussi, ouais. Oui, Bibi. Encore une fois, pour moi, il y a des plats, il y a le fromage et le beurre et le pain. Alors le fromage, vous n'avez pas pu rater cette information. Il paraît que la mozzarella a supplanté le camembert en France, que les Français achètent plus de mozzarella. Mais c'est pas supportable. Pour vous, l'élu de Normandie, quand même. Moi, je ne mange... il m'est arrivé de manger de la mozzarella, mais ce que j'aime dans le fromage, c'est qu'on rêve. Vous savez, souvent, quand j'avais mes petits-enfants, qui étaient plus tard, je prenais un fromage et je leur expliquais la région. C'est une manière d'apprendre la géographie. Le Cantal, tiens, on prend du Cantal. Ouais. De Gaulle parlait de la France au Saint-Nectaire, le Saint-Nectaire. Où passes-tu, Saint-Nectaire? Le Camembert, le Pont-l'Évêque, le Livaro, la Normandie. C'est la géographie. La mozzarella en Italie, on apprend l'Italie aussi, on apprend l'Europe. Oui, mais on apprend l'Europe. Et puis il y a des Français qui font de la mozzarella maintenant. Oui, on fait tout. Vous aimez ça, vous en mangez de la mozzarella? Justement, pourquoi? Parce que la différence du camembert, c'est qu'il y a un terroir. Et la mozzarella, puisqu'on la fait partout, c'est que c'est un produit hors continent. Et ça, j'aime pas ça. Pour moi, encore une fois, l'alimentation est le reflet d'une civilisation. Il y a des AOP sur les mozzarella, mais... Mais vous croyez qu'on mange toujours le plateau de fromage? On fait toujours des repas comme à l'ancienne, entrée, plat, fromage, dessert? Mais moi, je fais, aussi, ça, quand je reçois, ou je vais avec des amis, on fait parfois salade et fromage. Ah oui, un repas de fromage. Oui, ça c'est bien. Mais c'est vrai que le plateau de fromage, avant le dessert, ça se fait un peu... Et le camembert, il souffre de ça parce qu'il se mange à la coupe, le camembert. La mozzarella se met dans les pizzas, dans les salades, etc. Encore une fois, changeons nos habitudes et revenons à le repas émotion. Je vous assure que un jour, vous arrivez, vous prenez, il y a un plateau de fromage, vous avez des amis, une salade, bonheur, après, un sorbet, justement. Et regardez... Parce qu'on ne peut pas servir de vin chez vous, je me suis fait mettre un peu de calva là-dedans. Oui, il n'y a pas d'alcool. Regardez la couleur. Oui, effectivement, il n'y a pas du tout d'alcool dans le calvados. Mais non. On continue, on va parler de votre péché mignon, Jean-Louis Debré.
Oui, voici venu le temps des desserts, Brigitte. Et c'est historique, Brigitte, hein, parce qu'un tabou vient de tomber. L'alcool s'invite sur notre plateau. Enfin, j'allais dire, et pas étonnant, c'est l'ancien boss qui décide. Hein. C'est lui qui nous a proposé ce dessert avec donc ce sorbet à la pomme, mais surtout ce calva qu'on a rajouté en petite quantité. Une rasade pour... avec modération, bien sûr. Oui, pour doper un peu le sorbet à la pomme. Alors, à les pommes, j'allais dire encore, ça c'est la voix de Jacques Chirac. Qu'est-ce qu'il disait, Jacques Chirac? Faites-le nous. Sur le calva? Non, sur les pommes. Manger les pommes. Voilà, manger les pommes. Eh bien, vous l'avez écouté, voici la version givrée. Oui. Donc, un petit sorbet avec du calva. C'est votre dessert préféré, ça? Oui. Ça permet de faire digérer tout ce qu'on a mangé avant, peut-être? Alors, j'aime pas les glaces, mais j'aime les sorbets. Le sorbet, c'est plus simple. Moins de sucre, moins de crème, plus léger. Les sorbets aux fruits. Vous voyez, hier soir, après le théâtre, il était minuit, je me suis envoyé un petit sorbet au pamplemousse. Bon, ça fait pas grossir, ça va. Il y a un moment où il faut oublier ça. Il faut mieux ne pas bouffer des bonbons toute la journée comme vous faites j'ai vu tout à l'heure, vous aviez des bonbons. Non, mais alors là, vous ne faut pas raconter les secrets de fabrication. Arrêtons de boire des espèces de soda toute la journée qui sont pleins de sucre dégueulasse et buvons de l'eau la journée. Un petit crocodile. Un petit coup de vin. Alors, j'aurais pas mais là, il y a du sucre dans le calvados. Oui, il y en a dans l'alcool. Il y a un peu de sucre, mais vous ne prenez pas un verre entier, vous prenez une gorgée. Vous êtes autant salé que sucré, vous? Salé. Mais encore une fois, il y a les moments où il y a le salé et le moment où il y a le sucré. Ne me résumez pas à ça. Mais est-ce qu'il faut toujours finir le repas par une petite note sucrée pour vous? Un petit sorbet. Un petit sorbet. Un petit sorbet. Et j'aurais pas eu l'idée de le commander, mais goûtez, Brigitte. Hein. C'est bon, c'est frais, c'est tonique, c'est bon, un tout petit peu de calva. Je pense qu'il faut. C'est vert, mais c'est vrai que c'est agréable. Oui. C'est très bon. Oui. On a moins de calvados que vous, mais c'est très bon. Oui. Ce qui est dramatique, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien dire sans dire que c'est dramatique. Boire une gorgée de soda, de calva, une fois par semaine, une fois par mois, c'est pas dramatique. C'est rien de grave. Ouais. Il y a des mecs, je ne vais pas donner les noms, mais qui s'envoient 15 canettes de, je ne sais plus comment ça s'appelle, du Coca-Cola. Coca-Cola. Entièrement de produits chimiques. C'est pire que ça. Et on est en pleine folie. Faites-vous plaisir. La vie est dure. Prenez un petit sorbet au calva, tranquillement. Bonheur. Oh, bonheur. Alors, la présidentielle occupe déjà, ça ne vous a pas échappé, le débat politique. En campagne, l'alimentation joue un rôle important. On va s'intéresser au repas des candidats, des présidents. C'est notre nouvelle rubrique, Festin de campagne. Festin de campagne qui commence, Jean-Pierre, avec le quiz présidentiel. Le quiz président, alors on est toujours autour de notre personnage, hein, Jacques Chirac. On sait qu'il adorait la tête de veau, on en a parlé dans cette émission. Mais en 12 ans de présence à l'Élysée, savez-vous combien de fois on lui a officiellement servi de la tête de veau? 2 fois, B, jamais, C, 12 fois et D, 36 fois. En 12 ans de présence à l'Élysée. Oui, mais attends, est-ce que c'est dans les repas officiels ou... Oui, oui, c'est des repas officiels. C'est des repas officiels, puisque cette information, je la tiens de Guillaume Gomez, qui est le chef des cuisines de l'Élysée. Je dirais 2 fois. Bravo, bravo. Bravo. Il connaît vraiment bien Jacques Chirac, 2 fois. Donc, finalement, c'est pas tant que ça. Sur 12 ans, ça fait pas beaucoup. Hein. Non. Pas beaucoup. Avant d'être à l'Élysée, il faut être en campagne électorale. Vous en avez fait, vous, des campagnes électorales. Est-ce qu'il faut bien se nourrir en campagne? Est-ce qu'il faut faire attention? Est-ce que Jacques Chirac faisait attention? Fais attention à quoi? Attention à bien se nourrir, des sucres lents, comme un sportif professionnel, vous voyez. Non, il avait un estomac extraordinaire. Et au contraire, je l'ai vu un jour c'était, je crois, je ne sais plus sur quel port, on se promenait, les pêcheurs faisaient cuire des sardines, il s'est engouffré une quinzaine de sardines. Moi, je pensais que le déjeuner était terminé. Et après, on est allé dans un bistrot, il a pris... Alors, il avait une constitution exceptionnelle. Non, il avait, à ce point de vue, des dispositions tout à fait remarquables. Et vous, puisque vous jouez au théâtre le soir, vous faites attention un petit peu à ce que vous mangez? Non, vous n'avez pas des baisses de l'indice glycémique de temps en temps? Il vous faut un petit peu de sucre, de barre chocolatée? Je ne déjeune pas sur la scène, mais... comme j'ai fait un effort pendant 1h30 à jouer, après je dîne bien.
Je dîne bien. Mais parfois, bah, hier soir, on a pris, et puis j'ai pris du fromage. J'avais trouvé un petit restaurateur que je connais, mais en arrivant, j'ai un brie coulant. Parce qu'il faut que le brie soit coulant. Hein. Oui. Alors, le débat entre brie de Meaux, brie de Melun, ça se ressemble. C'est ridicule. Donc, il y avait un bon brie. Il sait que j'aime du pain, il aime du pain, et j'avais du beurre de Guérande. Et je me suis envoyé ça avec 2 bières. Corona ou pas Corona? Non, parce que ça aussi, c'est des légendes. Hein. Légende. Et, bon, moi, j'aime la bière brune. Mais ce soir-là, j'avais envie d'une bière brune. J'ai pris une bière brune. Quel bonheur. Peut-être que après la représentation, hein, c'est ça. Hein, oui, oui. Parce qu'avant... oui, parce que si après la représentation, vous êtes un peu dans une d'excitation. Et ce soir, bah, je prendrai autre chose. Peut-être une choucroute, je ne sais pas. J'adore les... Gré de vos envies. Et peut-être des restaurants ouverts à cette heure-là. Ça dépend à quelle heure vous finirez. Oui, parce qu'on termine tôt. Alors, vous avez remporté quand même beaucoup de victoires électorales. Ces victoires, on les associe souvent à des boissons. Alors, pour vous, c'est quoi le verre de la victoire? On va regarder, on a plusieurs propositions à vous faire. Est-ce que vous préférez un verre de champagne? Est-ce que vous préférez un verre de vin, rouge ou blanc, une bière ou un jus de fruits? Ah, moi, je prends une bière. Prenez une bière? Ah oui. C'est ce que faisait Jacques Chirac aussi? Oui, Chirac, il pouvait des bières même matin, midi et soir. Par exemple, qui remporte l'élection présidentielle? Ah oui, moi, je me souviens de l'occasion de bonheur de lui avoir fait venir une bière. Vous savez, on peut le dire maintenant, quand il était président, il venait souvent dîner à l'Assay. Le président de la République, en principe, ne vient pas à l'Assemblée. Mais j'avais considéré que l'Assay n'était pas l'Assemblée nationale. Et donc, quand il venait dîner en famille, je lui mettais une ou 2 bières, et des bières différentes. Des bières d'abbaye, des bières... parce que là aussi, ne nous cantonnons pas. Arrêtons cette monotonie de la bouffe. On bouffe toujours la même chose, on boit toujours la même chose. Non. Étonnez-vous. Il y a cette diversité, donc profitons-en. Oui. Alors, on ne gagne pas toujours. Parfois, on perd. Alors, quel est le verre de la défaite pour vous? C'est l'eau. C'est l'eau? Vous perdez de l'eau et puis vous allez vous coucher? Depuis de nombreuses années, j'essaie de me détacher de l'eau. Ça fait rouiller, paraît-il. Non, l'eau ne... Donc, ou une camomille, un tilleul, et puis vous allez vous coucher. Non, parce que là aussi, il faut faire attention. N'assimilons pas les tisanes à des périodes de reprise sur reprise. On dit bonnet de nuit. Quel bonheur, après avoir écouté LCP jusqu'à 11h du soir, et avoir été tenu en éveil, de s'envoyer une petite camomille ou un tilleul, ou alors, ce que j'aime beaucoup, c'est de l'eau, du citron et du gingembre. Oui. Avec un tout petit peu de romarin. Détox. Bonheur. Et alors, quand on gagne, on associe souvent une musique. Oui. Alors, vous avez choisi celle-là, on l'écoute ensemble. C'est le chant du départ. Oui, c'est La République nous appelle. C'est un très beau chant qui exalte le patriotisme, le rassemblement. Voilà, moi, je pense que... Je ne vais pas parler des élections parce que je suis sorti de tout ça, mais ce qui me nave, c'est que je vois progressivement le sentiment national, qui est très fort en France, se diluer. Et vous savez ce que disait Renan? Renan disait qu'une nation, c'est un rêve d'avenir partagé. Retrouvons autour de la République ce rêve d'avenir partagé. La République, elle est menacée aujourd'hui? La République est menacée par l'individualisme, par l'égoïsme. On ne pense plus en collectif. La vraie question qui se pose, quelle France voulons-nous? Quelle France voulons-nous? Et la France s'est construite dans la solidarité. La République a rassemblé autour de Marianne, symbole de la République. Et retrouvons cet idéal de la France diverse, de la France qui s'oppose les uns aux autres dans les régions, mais qui se rassemble.
autour d'un projet commun, d'un avenir, autour de la liberté. Mais il n'y a pas de liberté sans égalité. Et il n'y a pas de liberté et d'égalité sans fraternité. Les trois sont liés. Eh bien, retrouvons tous ensemble cette envie de vivre ensemble à travers les bons plats, la cuisine française, la tradition française. Et n'ayons pas peur de notre histoire. Merci Jean-Louis Debré d'avoir partagé cette émission avec nous. Merci Jean-Pierre. Alors, sachez que si vous voulez voir Jean-Louis Debré, vous pouvez aller à la Gaîté Montparnasse, Les femmes qui ont réveillé la France, ou le lire Quand les politiques nous faisaient rire. C'est votre dernier ouvrage. Merci à vous. Merci à Chef Françoise qui nous a cuisiné comme chaque semaine ces bons petits plats. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Politique à table sur LCP.